Bonjour à cet après-midi du 16 octobre 1994, conférence privée. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, je veux parler de... en fait, c'est toi qui vas parler, c'est moi qui pose des questions. Je veux parler Je veux poser des questions sur... moi, j'appelle ça le syndrome du pitbull, mais c'est pas ça, là. C'est l'art d'avoir une idée, puis de la faire aboutir jusqu'au bout, malgré tous les intersections où l'ego peut nous emmener, ou pas juste l'ego, en fait, c'est la pêche, l'astral et tout, là. C'est avoir une idée et la faire aboutir. Mais pas nécessairement, je sais que tu vas dire, ben c'est ça, tu as une idée d'aller là-bas, puis c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Mais c'est pas ça, là. C'est quand tu as une idée, tu es sûr que c'est bon, là, puis c'est de la faire aboutir jusqu'au bout. C'est le syndrome du pitbull. Un pitbull, là, ça pogne une chose, là, ça ne lâche pas. C'est ça. J'ai vu un pitbull un jour, il a attrapé un pneu d'auto, là, puis il l'a pas lâché. C'est ça. Mais l'auto est parti, elle. Oui, ben c'est ça. Il ne faut pas être trop... Faut pas être trop pitbull. C'est comme les bulldogs. Tu connais les bulldogs? C'est des chiens qui courent après les chars arrêtés. Oui. Bien, il faut savoir choisir d'abord ce qu'on veut, mais quand on le sait, là, on le sait ce qu'on veut, là, c'est de s'aligner là, puis de ne pas se faire bifurquer. OK, le syndrome d'Indiana Jones. Oui, ça pourrait être ça aussi. Le fouet en moins. Parce que le problème, c'est que tu dis quand on sait ce qu'on veut. Oui. Mais quand est-ce sais-tu que tu sais ce que tu veux? Bien, comme tu expliquais vendredi, là, il y a la connaissance et le savoir. Ah oui, mais tu n'as pas le droit de prendre ce que j'ai dit pour me répondre. Bien, disons, je l'ai pris avant. Ah, OK. Disons, c'est une parole fausse. Le savoir, c'est quand on le sait. Il n'y a pas besoin de prouver rien, là. Mais comment l'humain peut savoir qu'il sait? C'est quand il lit sur le tableau sans réflexion égoïque. Oui, mais comment il fait pour savoir qu'il n'y a pas de réflexion d'ego sur le tableau? C'est moi qui pose des questions. Ah. Comment il fait? Il fait, c'est qu'il faut qu'il soit vraiment dans... Comment il fait? Il sait. Oui, mais comment il sait qu'il sait? Ça, il ne sera jamais sûr. Ah! Mais par contre, s'il est toujours dans le doute, c'est là qu'il se fait charrier de cymbales sur l'autre. Moi, je dis, quand tu le sais, ben tu y vas. Si c'est pas ça, ben c'est ça. On bifurquera. Ah oui, ça occupe, je sais que ça occupe. Parce que je connais énormément de pitbulls qui se sont lancés en affaires ou qui se sont lancés dans leur vie. Puis aujourd'hui, ils sont toujours en train de tourner après le pneu. Et de moins en moins de dents. C'est ça. Ils sont de plus en plus dans le pneu, mais ils ont de moins en moins de dents pour le tenir. Et c'est pas évident. Maintenant, parce que ce qu'il faut qu'on se pose, il y a des questions fondamentales encore qu'on doit aller chercher. Parce que si je demande à une personne qu'est-ce que tu veux faire, tout ce qu'une personne répond, c'est toujours en fonction du fait qu'elle vit. C'est bizarre, c'est très paradoxal, parce que si je demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut faire, il va me répondre exactement comme s'il était immortel et que les 6 prochains mois ou les 2 prochaines années ou les 3 prochaines semaines sont son immortalité. Une personne va dire, moi, ce que je veux faire, absolument, moi, je veux avoir une grosse moto. Oui, mais tu vas mourir dans 50 ans. Alors, je me demande si avoir une grosse moto, si c'est réellement ce que tu veux faire. Alors, lui, il va avoir ça comme s'il était éternel, donc immortel, et comme si cette éternité-là était concentrée dans le fait d'avoir une grosse moto. Alors, la personne, elle sait ce qu'elle veut. Oui, mais c'est ça, à un moment... Et si elle think positive, elle peut l'avoir. Oh oui, oh oui. Mais c'est pas dans ce sens-là que je voulais dire. Mais c'est ce qu'elle veut, elle. Ah oui, c'est ce qu'elle veut. Bon, toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je veux m'en sortir. Mais je veux m'en sortir sur la globalité, mais c'est pas acceptable pour l'ego. Donc, je rabats un peu plus bas mon objectif. Quel est cet objectif? Qui est d'être heureux. Bon. Pour être heureux... Il y a une chose dangereuse dans ton affaire.
Parce que ça fait 2 fois de fil que tu m'interviews aux conférences du mois, puis que tu veux, inconsciemment, involontairement, parce que je sais que tu es un bon gars, m'amener à parler du prochain sujet, du prochain PMC+. La dernière fois, toutes tes questions portaient sur le temps. Puis moi, je t'ai dit non, 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 prochain PMC+. Okay. Là, le prochain PMC+, le sujet va porter sur comment organiser sa vie de façon à être capable de créer des échelles, des marches, de créer une route, des sentiers, pour pouvoir... Tu n'as pas la publicité? Tu devrais. Et pour pouvoir en arriver à établir des buts, des sous-buts, puis des cheminements, pour pouvoir arriver à orchestrer les éléments de sa vie de façon à atteindre un objectif qui va ressembler à ça sans sortir. Mais ça va dépendre de chaque individu. Puis moi, ce que je veux faire au prochain PMC+, c'est que je veux qu'on puisse, tout le monde, se dresser une carte. Il y a ça à faire avant ça, après il y a ça, ça mène là, il y a ça là, on place ça de même. Et ensuite, à travers, une fois que tu as fait ça, et ce ne sera pas nécessairement le même cheminement pour tout le monde, une fois que tu as fait ta carte, et maintenant, peux-tu me donner la liste des outils qui existent pour que je comble ça, ensuite pour que je fasse ça, ensuite pour que je fasse ça. Et finalement, ben là, tu vas avoir une très bonne idée. Pas du syndrome du pitbull, mais syndrome de l'être humain qui avance malgré toutes les problématiques astrales, en ayant placé, il y a telle loi ici qui interdit ça, donc pour la contourner, je devrais faire ça. Ici, il y a un tribut que je dois payer à l'astral, ça va peut-être durer 2 ans, 3 ans, mais en tout cas, il y a un tribut. Dernièrement, je parlais avec une personne de ce tribut-là, mais ça, c'est toutes des choses qu'on va aborder. Je ne peux donc pas en parler là. Aujourd'hui, c'était ouvert à parler du temps, vois-tu? OK. Parce que une des mécaniques amusantes qu'on a découvert, dépendamment des individus, c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas là-dedans de schéma général. C'est-à-dire qu'il y a une vision générale de la chose, mais ce n'est pas collectif, ce n'est pas identique pour tout le monde. Ça va être, vous voulez avancer et vous avez quelque chose à régler. Probablement que l'astral va vous demander un tribut, c'est-à-dire que si vous voulez être belles, les femmes, vous devriez souffrir. Bon, c'est le tribut astral. L'homme, c'est un peu la même chose, etc. L'astral a besoin d'un tribut. Et le tribut, ça veut dire qu'on doit payer. Par exemple, si vous voulez par exemple, être efficace dans un certain domaine, eh bien, l'astral va vous demander un tribut, payer un tribut. Est-ce que ça va être une maladie? Est-ce que ça va être un niaisage pendant un laps de temps où vous travaillez pour rien? Est-ce que ça va être des disputes? Bon, l'astral a besoin d'un tribut. Mais là, en étudiant convenablement le tribut de l'astral, on se rend compte que si, par exemple, puis c'est un exemple que je donne, si tu as besoin d'une journée, 24 heures de paix, l'astral te demande toujours 1 heure de tribut. Et quand tu donnes 1 heure de tribut, donc quand tu payes les chiens pendant 1 heure, il te donne 23 heures de liberté. Mais là, si vous donnez 12 heures de tribut, bien, l'astral, ce qu'il est, lui, c'est qu'à chaque 24 heures, vous devez payer un tribut. Ça recommence à 0. Voilà. Alors, si tu donnes 12 heures, bien, il te reste 12 heures de paix. C'est pas cumulatif. Si tu donnes 23 heures de tribut, il te reste 1 heure de paix, à peu près ça, tu recommences. C'est 1 heure sur 24 heures. Il y a des individus, ça va être 2 heures, 2 heures et demie, etc. Bon. Alors, ça, c'est très important, c'est qu'on doit finalement être capable de découvrir la dose de tribut qu'on doit payer, dépendamment des situations de sa vie, de ce que l'on veut faire et du rythme avec lequel on veut avancer, pour donner au moins ça, pour se garantir la paix après, et pour ne pas donner plus que ce qui est nécessaire. Et pourquoi c'est important de connaître cette mécanique? Parce que si tu peux donner l'heure tout de suite, au lieu de donner l'heure échelonnée sur le 24 heures, où finalement tu te fais ramasser toujours un petit peu tout le long de ta journée, en la donnant tout de suite, tu as le reste de ton 23 heures en paix. Et il y a des individus qui vont donner beaucoup trop. Bon, mais tout ça, ça fait partie de choses à comprendre, à apprendre, à conscientiser. Ça fait partie du PMC+, aussi? Bien, c'est ça. Ça fait partie de toute l'organisation que je veux donner aux gens. Alors, si tu veux parler du temps, ça va. Si tu veux parler de... La loi de l'autodestruction, est-ce qu'on peut en parler? Oh oui. Oui. Pas trop. Bien, on va changer d'abord pour les subtilités de la loi de l'autodestruction. Oh. Parce qu'on connaît... Alors, on recommence. Oui, on recommence. Bonjour. Bonjour. On connaît la loi de l'autodestruction, c'est visible. Je me promenais sur la Grande Rue, les Grandes Rues, c'est par rapport à Saint-Jovite, mais à Montréal, il y a plusieurs Grandes Rues.
Je regardais hier, puis il y en a des visibles, là, c'est évident, qui s'autodétruisent. Mais par contre, il y a des subtilités, surtout au niveau des conscientisés, qui connaissent beaucoup de théories, mais il y a des subtilités qui arrivent dans la pratique où c'est pas... C'est parce qu'on peut toujours se mentaliser et dire que c'est correct. Sauf que quand il arrive dans la pratique, là, le conscientisé ne peut pas faire la différence. Bien, là, vois-tu, c'est que tu amènes toujours encore le sujet de métacognition. La métacognition. N'est-ce pas? J'ai plus rien à dire. Parce que, vois-tu, dernièrement, on a mis sur pied différents cours, différents ateliers, pour pas juste parler de ça en conférence, mais s'arranger pour le structurer de façon à ce que quelqu'un qui va aller chercher l'information puisse l'utiliser. Alors, évidemment, quand on regarde Cosmogonie de la réalité, qui est un minimum une journée, et qui est structuré en fonction que les gens puissent apprendre, bien, normalement, quand tu vas avoir compris les lois, on va faire un ménage là-dedans. C'est sûr que le cours sur la métacognition est primordial pour faire un ménage au niveau de tes passerelles. Une fois que ça s'est fait, bien là, les personnes qui se conscientisent, lorsqu'ils vont vivre certains événements, ils vont automatiquement avoir en rappel en arrière les informations qu'ils ont besoin pour être capables de contrer les événements plutôt que d'avoir les informations bien après ou d'avoir des informations tellement atténuées qu'ils ne peuvent pas les utiliser réellement. C'est sûr que quand on parle de subtilité, le travail que les gens devraient faire au départ, c'est d'admettre. Admettre, ça veut dire quoi? Admettre, c'est un travail qui restructure l'être humain au niveau de ses acquis. Admettre, ça veut dire éliminer. Donc, c'est déjà un ménage quand on admet quelque chose. Puis l'admettre, évidemment, c'est pas l'avouer. C'est obliger l'ego à recréer des procédures de vision du monde en fonction de nos nouveaux concepts ou de nos nouvelles observations. Si j'admets effectivement que l'être humain est organisé pour souffrir et que je suis capable de comprendre que moi, c'est pas ça que je veux, mais que chaque fois que je m'exprime, c'est ce que ça va donner, si je peux l'admettre. L'admettre, c'est pas de le laisser comme ça. Pour admettre une chose, on doit faire de la recherche. On doit faire de l'observation. C'est évident que c'est empirique. C'est bon. Alors, je dois regarder les êtres humains vivre, les êtres humains traverser les grandes rues, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je dois observer la télévision, je dois lire un peu les journaux, et je dois essayer de réfuter ce que je veux admettre. Donc, je vais dire, eux autres font ça probablement parce qu'il y a ceci. J'essaie de nier. Et quand on veut prouver une chose, on doit toujours essayer de prouver l'inverse. Si on ne peut pas prouver l'inverse, on doit admettre que c'est ça. Et peut-être dans 10 ans, on va admettre autre chose. C'est pas grave. Sauf que la démarche, si je dis, bon, moi, je pars avec la théorie de Daniel Kem, qui dit que, selon lui, il y a 2 lois fondamentales qui obligent l'être humain à un assujettissement planétaire, celle de l'autodestruction et celle de la recherche de la souffrance. Alors maintenant, je vais essayer de prouver que c'est pas ça. Alors, je regarde les êtres humains et je regarde une personne entrer dans un dépanneur, je regarde les gens qui sont là et je regarde ce qu'ils achètent pour manger ou pour fumer. Je regarde. Je regarde le comportement des gens, je regarde les nouvelles à la télévision, je me demande pourquoi les Américains ont pris 2 semaines avant d'intervenir plus puissamment en Haïti. Ils ont débarqué en Haïti et derrière leur clôture, ils voyaient les gens se faire massacrer. Pourquoi ils ont attendu? Et puis maintenant, ils interviennent. C'est le tribut qu'il faut payer à l'Astral. Bon, il y a des choses. Mais pourquoi? Alors je me dis, non, l'être humain n'est pas là pour souffrir et l'être humain n'est pas là pour s'autodétruire. Maintenant, j'observe ce qui se passe là. Et je dois essayer de prouver l'inverse. Et prouver l'inverse, ce n'est pas avec des explications nécessairement, c'est avec des observations. C'est sûr qu'on peut dire, ah non, ils n'ont pas pu bouger parce qu'il y a une grosse force à 3 têtes qui les empêchait de bouger. En tout cas, appelez ça comme vous voudrez, mais la force, elle est présente partout sur la planète Terre. On peut appeler ça comme on voudra, mais une chose certaine, c'est que l'humain ne peut pas plus bouger. Quand on a observé suffisamment, et qu'on est obligé de se rendre compte que 90 % de l'énergie humaine allée à 100 % est placée dans le but de souffrir et de se détruire, maintenant, je dois admettre. Pas admettre parce que Daniel Kem l'a dit. Admettre parce que j'ai observé pour essayer de me rendre compte que c'est pas ça. Au travail, même chose. Observez les gens. Ils peuvent être heureux, observez-les.
Ils vont à la pêche, ils vont à la pêche, ils vont à la pêche, ils vont à la pêche. Le moindrement qu'il y a une occasion pour souffrir un peu, ils vont à la pêche. Régulièrement, tout le temps. Là, l'hiver s'en vient, les gens vont mettre leurs pneus d'hiver. Combien de pourcents d'humains vont mettre leurs pneus d'hiver, leurs pneus à neige après la première ou la deuxième tempête? Alors qu'à chaque année, on sait que, bon, mais combien? Puis j'en parlais vendredi, combien de gens, le printemps prochain, vont se noyer sur les lacs avec leur motoneige? Parce que la glace est rendue trop mince, on le sait, c'est clair, c'est net. Les gens vont à la pêche. L'été prochain, combien de gens vont se noyer? C'est clair. Bon, c'est simple. Alors, on doit admettre. Une fois que j'admets, quand j'ai admis ça, je viens de refaire tout un paquet de structures, et là, ça va m'être utile beaucoup plus facilement au courant de ma vie. Ça, c'est d'une étape. Si on veut parler, par exemple, de la loi de l'autodestruction, admettre. Évidemment, le fait d'admettre est utile pour tout ce que l'on veut faire. Est-ce que l'être humain est manipulé ou pas? Oui! Oui, oui. Maintenant, est-ce que c'est une croyance ou c'est une constatation logique, mentale, sereine, d'un état planétaire ou d'un état de vie? Alors, encore une fois, je dois observer ce qui m'arrive quand moi je veux faire une chose et qu'il arrive autre chose, et observer les gens. Essayer de prouver, donc d'observer le contraire. Et quand je serai obligé d'admettre que l'humain est manipulé, je comprendrai autre chose. Mais là, ça va aider à refaire mes structures. Pourquoi? Parce qu'en ayant admis certaines choses, je dois désapprendre un paquet de phénomènes. Puis, la meilleure façon de faire de l'ordre dans sa tête, c'est nécessairement de désapprendre avant d'apprendre. Et les gens, ce qu'ils font normalement, c'est qu'ils ne veulent pas désapprendre parce qu'ils sont sécurisés par leur apprentissage antérieur et ils vont essayer d'apprendre du neuf en conservant les vieilles affaires. Et ça crée tout un mélange à un moment donné, puis un désordre, parce qu'ils vont faire référence sans arrêt à leur vieil apprentissage. S'ils sont capables de désapprendre, ils vont faire le ménage. Pour désapprendre, tu admets. Puis ça, c'est comme quand tu disais à un moment donné, c'est on se jette dans le vide, là. C'était désapprendre. C'est désapprendre. Bien, se jeter dans le vide, ça voudrait dire accepter de désapprendre avant d'apprendre. Avant d'apprendre, c'est ça. Oui. Se désécuriser. En tout cas. Oui, c'est ça. Enlever sa sécurité. S'insécuriser. S'insécuriser. Mais oui et non, parce qu'il faut que l'humain finisse par admettre qu'il est lui, puis qu'il y a toute une mécanique planétaire qui est le reste. Bon, alors moi, ça fait longtemps que j'ai admis que j'étais moi, puis qu'il y avait le reste. De ce fait, je ne me sens jamais coupable. De ce fait, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, je ne suis pas insécure. Mais je peux percevoir que l'ego vit de l'insécurité, mais ça ne m'empêche pas d'avancer et de continuer. Et je vais lui parler, je vais lui dire, écoute, bon, viens, il n'y a pas de problème. Ou, je vais le reprogrammer, je vais lui faire croire n'importe quoi. De toute façon, l'ego, tout ce qu'il veut, c'est croire n'importe quoi. Bon, alors, je fais croire n'importe quoi. Ça prend le temps que ça prend. Moi, ça va bien. Mais on doit au départ admettre qu'on est deux choses. On est deux à l'intérieur, minimum deux à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'il y a au moins ce qui est vous autres. Ça part de certains qui ont des personnalités. Oui, mais ces personnalités-là font partie du deuxième, donc de l'ensemble des mécaniques astrales. Et il y a toi. Bon, on doit admettre. Par exemple, et la meilleure façon d'avancer, c'est d'admettre. Mais admettre, ça veut dire, je parle d'admettre d'une façon consciente, lucide. Ça veut dire, par exemple, si on dit, il y a la mentalisation qui est intéressante et il y a la paramentalisation qui est dangereuse. Une personne doit être capable d'admettre qu'effectivement, dans l'être humain qui arrive à un niveau de conscientisation X, il y a de la paramentalisation et il y a de la mentalisation. Au départ, il doit s'instruire de ce qu'est la paramentalisation ou de ce qu'est le paralogisme, et il doit s'instruire de ce qu'est la logique, donc pour comprendre l'idée de paralogique, et de ce qu'est la mentalisation pour comprendre l'idée de paramentalisation. Quand c'est compris, bien là, il doit observer des gens de temps en temps, et là, il va se rendre compte, tu vois, tout ce que la personne dit, c'est logique, c'est mental, mais elle a tort. C'est ça. Ça, c'est du paramental. Et en même temps, il faut qu'il s'instruise que lui, où il se situe dans tout ça. Voilà. Une fois qu'il le voit chez l'humain, il va au moins admettre que cette mécanique-là, elle existe. Elle existe. Donc, un piège.
C'est ça. Quand tu connais le piège maintenant, tu le places quelque part dans ta structure, et toi, maintenant, tu vas faire, maintenant que c'est admis, si tu te mets à paramentaliser, tu as beaucoup plus de chances de t'en rendre compte. Et la paramentalisation, c'est un niaisage astral très, très subtil, qui fait en sorte que ça sert de frein, ça sert de blocage. Ça fait en sorte que l'être humain n'avance plus, alors qu'il reste dans l'impression égoïque qu'il continue à avancer. Oui. Parce que c'est comme du mental, mais le mental a de l'efficacité. Le paramental, il y a juste de l'ego. Il n'y a pas d'efficacité là-dedans. Le mental peut permettre à l'être humain de devenir puissant. Le paramental lui donne du pouvoir. Mais le paramental, c'est une forme déguisée qui est, des fois, la subtilité est dure à Oui, mais si connaître. tu as admis, si tu as constaté les choses, quand toi, tu vas vivre la même mécanique, souvent, soit immédiatement après, ou après, et progressivement, pendant que tu paramentalises, tu vas te rendre compte que c'est pas ça du tout, moi, c'est pas ça du tout que tu veux dire. Et là, ça veut dire toi. C'est pas ça du tout. Par exemple, oui, mais la souffrance, il y en a qui en ont besoin à cause que, puis là, vas-y, mets-en, c'est tout parfait. Mais finalement, à quelque part en dedans, ça va venir sonner pour te dire, oui, on a la souffrance. Mon œil, tu sais, j'en veux plus, tu sais, j'en parle même plus. Ça crée des glissements homochroniques et ça crée des changements et ça fait en sorte que l'être humain va se diriger de plus en plus vers un monde qui est à la hauteur de son intelligence. Mais le fait d'admettre est extrêmement important. Puis admettre, je répète encore une fois, peut-être qu'on va trouver un autre mot, le mot est déjà correct là, mais il peut être émotivisé, parce que, bon, un petit peu galvaudé. Admettre, ça veut dire être capable de constater la réalité d'une chose, en fonction évidemment de son monde, donc de sa réalité, et ça ne veut pas dire être d'accord avec les autres. Alors moi, si j'admets que vous avez raison, ça veut dire que j'ai observé. Mais je ne suis pas d'accord. J'ai essayé de Pas contrer nécessairement. et je me rends compte que vous avez raison. Si je le fais comme ça, j'admets que vous avez raison. Donc, je suis d'accord. Mais si j'admets que vous avez raison parce qu'il y a des pressions, parce qu'il y a du poids, parce qu'il y a un incollectivisme qui apparaît, c'est-à-dire que je deviens marginal, j'ai rien admis. J'accepte de me plier. Mais ça ne me servira jamais dans ma vie. Parce que j'aurai toujours besoin de la réflexion du groupe pour savoir comment je dois réfléchir. La personne qui dit, si je comprends bien, pour être près de Daniel Ken, il faut admettre qu'on n'a pas de libre arbitre. C'est pas ça, admettre. Ça, c'est se laisser colorer, ça, c'est se collectiviser, ça, c'est se spiritualiser. Ça n'a rien à voir. Mais la personne doit admettre individuellement, personnellement, elle doit simplement observer, des choses que j'ai amenées, entre autres. Bon, il y a des lois que j'ai découvertes, des lois que j'ai observées, et dans certains cas, vraiment, c'est découvert, parce que c'était bien caché, c'est découvert. Et la personne, elle doit observer la vie, observer sa vie, observer le monde, pour finalement admettre certaines choses. Et quand on admet, c'est clair. Si on parle, par exemple, de la mécanique du temps, les glissements homochroniques, On est en train de glisser, là. les glissements chronotopiques, Oui. est-ce que c'est là ou pas là? Bien, avant de trouver ça trippant ou génial, on doit observer puis essayer d'expliquer autrement. Est-ce que c'est obligatoire, le dû à l'astral, quand on glisse d'homochrone? Présentement, c'est évident que c'est obligatoire, ou enfin, bref. Une chose est certaine, c'est qu'avec les outils disponibles actuellement pour l'humain, c'est préférable de payer le tribut, tu as plus de paix, que de lutter pour ne pas le payer, parce qu'en luttant pour ne pas le payer, tu le payes. Oui. Puis comme tu le payes inconsciemment, tu le payes trop parce que tu ne sais pas quand c'est assez. Est-ce qu'il y a une voie de secours, une voie... Actuellement, il manque d'outils pour qu'on puisse glisser. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que ici, il y a un chronotope. Le chronotope, nécessairement, il est régi par des lois. Le chronotope actuel, ce monde. Bon. Et si vous êtes ici et que vous glissez vers un autre chronotope où les lois ne s'appliquent plus, bien, pendant que vous glissez, vous devez bouger. Pendant que vous bougez, il y a un tribut à payer. Alors, toi, tu dis, oui, mais moi, j'aimerais glisser sans en payer. Oui, mais tu pars d'un chronotope où tu dois en payer. Et tout le temps que tu vas glisser, si tu en payes, on t'oublie. Quand tu vas arriver ici, tu n'auras plus besoin d'en payer. Mais il y a certaines personnes qui n'en payent pas, eux autres. J'en connais pas. Bien, les aristocrates, entre autres, ils ne payent pas de Oui, dû. ils payent un tribut sans arrêt. Ils payent un tribut sans arrêt, les aristocrates.
Ça va être par la maladie, ça va être par la boisson, ça va même la boisson, la cocaïne aujourd'hui. Mais l'humain paye sans arrêt un tribut à l'astral. Ça peut être aussi par l'ennui. Tout le monde, il faut qu'il paye. Dans ce monde-ci, ça n'a pas le choix. Parce que c'est un des irritants actuellement, c'est qu'en changeant de mot-crone, automatiquement, on paye. Mais plus on voit qu'on paye, plus ça irrite parce que... Oui, mais c'est parce que plus ça irrite, plus tu donnes, plus tu payes. Ben, c'est ça. Et là, tu payes plus que ton heure. Tu payes 1h30, 2 heures, tu sais, 1 heure, il faudrait que tu payes 1h30, tu payes 2 heures, tu payes 3 heures. Oui. Dans l'intelligence, c'est irritant parce que on n'a pas... Ben, c'est ça. Dans l'intelligence, on n'est pas dans ce chronotopsie. Non, mais si tu admets qu'il faut payer un tribut actuellement... Ben, c'est ça. Je ne l'admets pas encore. C'est ça, tu ne l'admets pas. Il peut le constater, mais il ne l'a pas encore admis. Pourquoi? Parce que l'étude n'a pas été faite. Si tu observes clairement, tu observes ta vie, les choses, etc., c'est évident. Tu commences à faire des expériences pour dire, bon, ben si je me laisse niaiser pendant une demi-heure, là, relax. Payer le tribut, ça veut dire que tu as une crevaison pour ton automobile, puis tu changes de pneu. Voilà. Et là, tu vas au garage, tu fais réparer, parce que tu te fiances sur l'astral, tu n'attendras pas dans 3 jours. Mais parce que tu veux souffrir, tu vas attendre dans 3 jours. Parce que tu préfères vivre dans le stress qu'on appelle l'espoir, qu'il n'y aura pas d'autres crevaisons. Mais ça, c'est un stress. Et là, tu payes, tu ne t'en rends pas compte. Il y a un petit pourcentage qui se paye, tu payes, mais c'est inutile. Mais tu payes pareil. Et tu vas aller au garage de toute façon. Aller au garage, c'est payer l'heure. Aller au garage en 3 jours, c'est payer 1h15, 1h30, 2 heures. Parce que tu vois, l'espoir, c'est du stress. Parce que l'espoir, ça veut dire que peut-être tu ne l'auras pas. Donc, l'espoir, c'est du stress. Au niveau humain, c'est du stress, l'espoir. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu vas au garage immédiatement, tu fais réparer la crevaison, bon, parfait, tu repars, et il y a encore une crevaison. Ça, c'est un tribut. Là, il faut que tu t'arrêtes pour te demander, est-ce qu'on me niaise? Réponse, oui. Au départ. Est-ce que je peux corriger ça? Mais là, il faut avoir des informations sur les lois du chronotope. Là, il faut avoir des informations sur les lois qui régissent l'humain. Et là, il faut avoir des informations sur notre emplacement homochronique. Ça, c'est important. Ça veut dire, est-ce que je suis dans un homochrone où je peux empêcher, régler et corriger, ou si je dois glisser d'homochrone avant pour finalement arriver dans un homochrone où je pourrais empêcher de glisser. Ce que je veux dire par là, si je suis dans un homochrone qui est ici, et à partir d'ici, je peux glisser dans un homochrone où je n'aurai plus de crevaison, à partir d'ici, c'est possible que je n'ai pas d'énergie nécessaire pour me rendre là. Mais ça se peut que j'ai l'énergie nécessaire pour me rendre ici. Et d'ici, je me rendrai là. Autrement dit, je devrais faire une étape. Même si c'est presque aussi vite, si tu travailles, te rendre là, tu ne te rendras jamais là. Oui, c'est ça. Tu te rends ici, tu te rends là-bas, tu te rends bon. Alors que si tu travailles, si vous connaissez les lois de la mécanique, tu vas travailler pour te rendre là. Étape par étape. Et là, facilement, tu te rends là. Ça veut dire que la personne devrait arrêter, devrait regarder son deuxième pneu crevé. Elle devrait développer un des outils, qui est l'écœurement. Parce que l'écœurement, on parle toujours d'écœurement et non pas de dépression, de frustration, d'irritation. C'est pas ça. Une égoïte, ça ne règle rien. C'est une inflammation de l'ego. Bon. Là, la personne, elle doit regarder son autre pneu puis s'écœurer. Mais l'écœurement, c'est un contact direct avec l'intelligence. Puis l'écœurement, ça vient dire à l'intelligence, voici ce qui se passe sur la planète. Puis l'écœurement, ça a un défaut égoïque pour l'ego. C'est que l'écœurement, non seulement, je vais vous expliquer un petit dessin ici. L'écœurement, ça permet d'ouvrir une valve qui permet à l'intelligence, donc plus nous autres, n'est-ce pas, d'entrer en contact direct par le biais du mental avec la réalité humaine. La réalité humaine, c'est une réalité qui est individuelle et qui n'est jamais collective. Je répète qu'une réalité collective, c'est une illusion. Une illusion, oui. Puis qu'une réalité individuelle, c'est une réalité. Une illusion individuelle, c'est une réalité. La réalité, c'est uniquement individuel. Alors, l'écœurement ouvre la valve, ici, l'intelligence descend et l'intelligence se met au courant. Et automatiquement, l'intelligence va t'obliger
à bouger. Et parce que tu n'es pas capable de maintenir le contact, parce que l'ego ne veut pas, ça fait partie des lois du chronotype actuel, de la nature humaine, le moindrement que tu vas bouger pour couper le contact, ben, tu vas changer d'homochrone, le contact va être coupé. Par contre, là, tu vas réparer ce pneu-là, puis tu n'auras plus de crevaison. De glisser d'homochrone, par rapport à l'absurdité de ce monde, c'est de se servir de l'écœurement, donc d'une des lois, d'un des outils, pas une loi, d'un outil que l'humain peut utiliser, et l'écœurement mental, l'écœurement clair, ça ouvre la valve et ça dit à l'intelligence ce qui se passe. Un peu comme si, moi, je te pose une question. Est-ce que tu veux souffrir? Non. Ouais. Non. Bon. Il doit répondre non parce que s'il dit oui, l'intelligence lui rentre dedans. Alors que s'il constate et il admet qu'il est là pour souffrir et qu'il s'écœure de voir ça, là, tu dis à l'intelligence, oui, je suis là pour souffrir. Et automatiquement, l'intelligence va te le tasser pour qu'il ne souffre plus. Mais là, l'ego, lui, va mourir s'il n'est pas nourri par la souffrance. Alors donc, il y a une guerre qui va maintenant se faire. L'ego va essayer de te ramener vers la souffrance. Mais si tu restes capable, pas juste de dire, oui, je suis là pour souffrir, oui, je suis là pour souffrir, ça, c'est l'ego qui dit ça. Mais quand je t'ai posé la question, c'est d'intelligence à intelligence, tu n'as pas le choix de dire non. Quand tu vas être capable d'admettre, donc constater, observer, admettre et t'écœurer, puis l'écœurement ne doit jamais être émotif. Si l'écœurement est émotif, c'est pas de l'écœurement. L'écœurement émotif, quand je dis qu'il faut être écœuré d'être écœuré, parce que là, c'est ça, il faut être écœuré mentalement, d'être écœuré émotivement. Quand on parle d'écœurement émotif, on parlera plus de lassitude, de frustration, de dépression, d'irritation, de choses du genre. Mais quand on fait ça, non seulement on n'a pas ouvert la valve, donc l'intelligence n'est pas plus au courant, et en plus, on nourrit notre ego, donc on l'habitue à aller chercher de plus en plus cette nourriture-là. Mais quand l'intelligence ne bouge d'homochrone, il faut payer un tribut. À chaque fois qu'on bouge, il faut payer. Oui. Mais il y a un truc intéressant qui s'appelle l'anégoïsation. Oui, mais... Non, c'est intéressant. Dans l'anégoïsation, que se passe-t-il? Quand vous vous anégoïsez, il y a une partie de votre ego qui part. Normalement, elle devient de l'énergie vitale, elle va grossir le corps vital, etc. Quand l'être humain vit des chocs, ça crée dans l'ego une forme de souffrance, et ça, c'est un tribut suffisant pour l'astral. Quand l'être humain s'anégoïse, pas quand l'être humain s'égoïse de s'anégoïser. En glissant, on peut s'anégoïser. En glissant, tu payes le tribut. OK. Quand tu t'anégoïses. OK? Alors, puis ça, ça, je le constate amplement. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien. L'écœurement, ça fait partie d'un outil pour glisser d'homochrone et pour régler les choses. Oui. Comment tu peux te savoir que tu t'anégoïses en glissant? Tu n'as pas besoin de le savoir. Mais une chose est certaine, c'est que moins tu es irritable, moins tu es écœurable astralement, moins tu es manipulable astralement. Plus ça coule sur le dos d'un canard. Là. Voilà. Plus tu es anégoïque. Okay. Bon, mais donc, moins tu te prends au sérieux, plus tu es anégoïque. C'est une farce, donc ça ne sert à rien de prendre au sérieux dedans. Vu de l'extérieur, c'est drôle de se voir aller. Oui, c'est ça. Mais quand c'est toi dedans, ben là, c'est... C'est drôle aussi. C'est drôle aussi, sauf que des fois, on se prend au sérieux. Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand je regarde avec toi à l'extérieur, c'est drôle. Puis quand c'est dedans, là, quand je te regarde toi dedans, là, je trouve ça c'est drôle. Ah oui. Ben, la preuve, c'est qu'on travaille à Saint-Janvier, puis il y a des choses assez phénoménales qui se passent. Puis à un moment donné, tu peux pas... Il y a des choses qui sont... Tu peux pas faire autre que de trouver ça drôle, ça n'a pas d'allure. C'est logiquement impossible. Ben, c'est ça. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, les gens sont pas au courant, mais autant en bien qu'en mal. Ah oui, oui. Les deux barres, c'est... Parce que présentement... Disons, on glisse. Est-ce que c'est parce qu'on glisse ou c'est juste... On parle de miracles sans arrêt, c'est intéressant, on est dedans... C'était la veille de faire un racle, pas un miracle. Ah, ben là, c'est ça, c'est un racle complet, effectivement. Mais pour vous expliquer un peu, c'est amusant. Bon, là, il y en a quelques-uns qui sont au courant, mais je la compte encore une bonne. On a des ordinateurs, évidemment, et puis
À un moment donné, on relie tous les ordinateurs en réseau. Et ça nous permet de sauver plusieurs heures de travail par jour parce que quand j'ai besoin d'un fichier, je le prends dans l'ordinateur là-bas, puis tout le monde est relié à l'imprimante, etc. Ça va bien. Et nécessairement, il y a des égaux qui sont utilisés pour venir planter un peu les machines. Et à un moment donné, eh bien, le réseau ne fonctionne plus. Bon. Alors, vu le réseau fonctionnant plus, ça veut dire qu'on doit travailler plus. Alors, tu as le choix de te mettre en maudit, ou tu as le choix de dire, bon, ben, en tout cas, pour l'instant, c'est ça, puis quand on aura payé le tribut, on rééquipera le réseau. Et là, Jacques a un ordinateur, et son ordinateur, il y a des fenêtres, etc., mais il y a toujours un bout de fenêtre qui manque. Quand il ouvre un tiroir, il y a une fenêtre qui apparaît, mais le côté gauche n'est pas là. Puis le côté gauche, c'est ce qui lui indique la quantité d'informations qui est dedans, mais le côté gauche n'est pas là. Alors, pauvre Jacques. Alors, moi, je prends un ordinateur qui est au sous-sol, qui marche très, très, très bien, qui fonctionne bien, et je change son ordinateur. Ça va bien. Mais 2 semaines et demie après, celui-ci, encore, à gauche, les fenêtres, ils sont amochés. Donc, il a réussi à ramener les problématiques du sous-sol en haut. Puis là, ils ne sont pas reliés en réseau. Là, on a changé d'ordinateur, et il a réussi à ramener, donc, à l'abîmer autant. Bon, ça, c'est une chose. Puis en plus, je ne l'utilise pas. En plus. Mais dans son bureau, c'est à lui. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont... Puis ça, avec l'informatique, c'est amusant. Il y a un ordinateur qui est neuf. Quand on l'allume, le disque dur reste figé, donc l'ordinateur n'allume jamais. Ah, ben oui, on rallume, puis à un moment donné, ça finit par marcher. Et puis là, ben là, ça ne marche plus. Alors moi, ce que je fais, c'est que je parle à une autre personne, puis je lui dis, il y a 2 disques durs dans ton ordinateur à toi. C'est moi qui les ai installés. Alors, je vais en prendre un des 2 et le mettre dans celui que le disque dur fonctionne mal, et puis au moins, on pourra pouvoir se servir des 2 ordinateurs, parce que pour présentement, c'est con. Et nécessairement, ce que tu as dans le disque dur que je vais prendre, je vais le copier dans celui qui reste dedans. Il dit, pas de problème. Parfait. Alors, moi, je commence à démonter celui qui a un problème, et avant de tout démonter, je vérifie tous les câblages pour voir s'il n'y en a pas un qui serait mal ancré, et tout semble bien correct. J'allume l'ordinateur au cas, et il fonctionne bien. Donc, je n'ai pas démonté l'autre avec ces 2 disques durs. Alors, je me dis, ouais, je connais l'astral, fait qu'on je ne referme pas le boîtier, rien, là. J'éteins, je m'en vais prendre une petite marche, je reviens, j'allume, impeccable. Alors, le reste de la journée, j'essaye, impeccable. Et la personne à qui je devais prendre le disque dur dans son ordinateur n'est pas au courant de l'affaire, elle est plus là, elle est partie. Bon, alors je referme le boîtier, le lendemain, je reviens, j'allume l'ordinateur pour voir, fonctionne bien. Mon ami, lui, allume le sien, son ordinateur qui avait 2 disques, dans lequel je devais en prendre un. Et quand on allume nos ordinateurs, il y a des icônes qui nous indiquent, bon, le lecteur de disquette, les disques durs qu'on a, etc. Bon. Et là, finalement, il vient me voir dans mon bureau et il me dit, écoute, est-ce que as-tu transféré les informations du disque B dans le disque A? Parce que, bon, je dis non, parce que je n'ai pas pris ton disque. Il dit, ben là, je ne les trouve plus. Je dis, comment tu les trouves plus? Ben non, ben là, je ne trouve même pas le disque. Ah bon? Là, je vais voir son ordinateur. Effectivement, tout est impeccable, mais il manque le disque que j'aurais dû prendre. Alors moi, tout ce que je trouve à dire, j'ai dit, ah, c'est pas possible. Mais j'ai pas pris ton disque. Mais on en a parlé devant lui. J'ai pas pris le disque. Là, on a rebooté l'ordinateur, puis là, il a trouvé son disque. Ah ouais. Bon, mais après ça, je me suis dit, l'autre, j'espère qu'il marche encore. Peut-être qu'il pense que j'ai changé le disque. Alors, il faut vérifier. Il fonctionne. Bon, mais ça, c'est sans arrêt des conneries comme ça. Mais ça, est-ce que c'est le tribut qu'on paye? Ça, ce sont des tributs. Comme moi. Il y a une personne qui travaille sur un truc très utile, très important. OK? Pour comprendre toute la démarche égoïco-planétaire, une démarche pour arriver à bouger. Travaille sur son affaire au complet. Elle veut l'imprimer, ça ne marche pas. On recommence, ça ne marche pas. Après ça, son fichier est corrompu. Là, après ça, elle recommence au complet. Ça ne marche pas plus. Elle réessaye ailleurs. Elle réessaye par-ci. Oui, donc. Puis là, je lui ai dit, écoute, c'est important ce que tu fais. Donc, il va falloir que tu recommences jusqu'à temps que ça fonctionne. Il ne faut pas que tu te choques, il ne faut pas que tu t'impatientes. Oui, mais c'est peut-être l'ordinateur qui a un problème. Pas de problème. Elle essaye sur un autre ordi, mais ça ne marche pas plus. Et finalement, quand le tribut a été payé, bien là, maintenant, on peut imprimer, là, on peut travailler avec ça. Ça fonctionne. Et on va en avoir peut-être pour 2 semaines, ça va fonctionner peut-être une semaine, puis après ça, ça va recommencer à être bizarre. Et là, il faut que tu te dises, parfait, on est revenu dans le tribut à payer. Parce que ce qu'on bouge présentement et ce qu'on fait présentement, là, on est en 4e vitesse. Alors, évidemment, l'astral nous écœure plus, mais il y a une loi qui reste, le tribut. Mais c'est vraiment, vraiment amusant.
Un peu comme tu dis, toi, lui, il a pas le photocopieur, on a un gros photocopieur. Et puis là, lui, il me dit, bon, ben, je vais photocopier, il approche de la photocopieuse, et puis pouf, ping, ping, tu se met à faire des bruits bizarres, puis là, ça s'éteint, puis bon. Il n'a pas touché encore. Là, il recule un peu, moi, j'approche, boum, parfait. Bon. Ouais. Et. C'est ça. Non, mais il est aussi magicien que moi. Moi, je répare. Lui, il brise. Mais qu'est-ce qui fait que ça. C'est quoi qui fait? C'est mon ego ne peut pas faire ça. C'est pas mon ego qui fait ça. C'est l'ego qui parle d'interpréteur actionnel. Là, nous, on a commencé à pratiquer beaucoup de déplacements, de mouvements Qu'est-ce qu'il faut que je change pour pas que ça arrive? Va falloir. Puis toutes les personnes qui ont des problèmes régulièrement c'est dans ça, leur vie, là. il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il Ce que faut je trouve changer? intéressant là-dedans, c'est que toutes les fois où votre vie va mal, c'est la même mécanique égoïque qui vous amène là. Toi, tu ne brises pas le photocopieur, tu glisses là où il est brisé. Et là, c'est plus évident parce que c'est directement dans la matière. Alors qu'une autre personne va traverser la rue et se faire frapper. Mais c'est la même mécanique. L'autre personne va simplement être en panne d'essence, mais c'est la même mécanique. L'autre personne va perdre son emploi, mais c'est la même mécanique. Une autre devient malade, mais c'est la même mécanique. Nous, présentement, ce qui est intéressant et amusant, c'est qu'on le voit dans la matière. Un peu comme je remplis un verre, puis il coule. Il coule Bon. de fond. Mais là, tu mets du jus de pomme dedans, il coule pas. Tu mets du jus d'orange, il coule. Fait que tu te dis... Et là, la solution, jeter le verre aux poubelles. Pourquoi? Parce que c'est suffisant comme tribut. Mais si je veux, je me tabasse. Mais là, j'en paye trop. Ou bien je le donne en cadeau à quelqu'un. Mais c'est important. Mais tout ça, ça fait partie du fait d'admettre. Une fois que j'ai admis, je relaxe. Parce que non seulement j'admets parce que j'ai observé, constaté, et parce que j'en déduis que ce sont des lois. Je parle, moi, de lois en termes de lois naturelles. C'est-à-dire que une plante, ça pousse dans la terre. C'est une loi. Mais on fait aussi de l'hydroponique aujourd'hui. Il n'y a plus de terre. Et avec l'hydroponique, tes plantes poussent mieux. Il n'y a aucune maladie qui vient par les racines. Ça coûte moins cher, etc. Et pourtant, il y a une loi qui dit que ça pousse dans la terre. Oui. Maintenant, quand tu commences à connaître les sous-lois qui constituent la loi, ça pousse dans le sol, tu te rends compte que la loi, ça pousse dans la terre, peut être modifiée par la loi ou uniquement par les sous-lois. Besoin de l'oligo-élément, besoin de ceci, besoin de cela, etc. Bon, avec l'eau, tu contrôles le pH comme tu veux. Avec le sol, c'est différent. C'est tellement plus facile. Quand on connaît les lois, quand on admet des choses, plutôt que de penser que c'est irréversible, c'est irréversible si vous restez dans une ligne homochronique. Si on change de ligne homochronique, les lois ont tendance à être altérées. Si on change de chronotype, on change carrément de loi. Alors, une fois qu'on admet, eh bien, on peut étudier les lois d'une façon plus terre-à-terre et noter. Bien là, on commence, on est lundi matin, puis on sait très bien qu'on doit faire notre réunion maintenant et que la réunion va être inutile. Mais par contre, elle va nous permettre de niaiser pendant 2 heures et après, on va avoir la semaine de libre. Alors, on fait notre réunion et puis on essaie de la réussir, relax. Il faut essayer de la réussir. Mais relax. Et puis après 2 heures, on arrête, on prend une marche, puis on commence notre semaine, puis on refait la réunion quelque part, puis ça va plus vite. Quand on comprend. Les individus doivent, à un moment donné, finir par trouver aussi le cycle dans lequel ils sont, parce que pour certains, c'est une demi-heure, pour certains, c'est 1 heure, pour certains, c'est une maladie, pour certains, c'est... Mais c'est amusant de... Si on s'aperçoit, si on admet qu'on se fait niaiser, on arrête, puis on revient. Il y a toujours un tribut à payer. Il faut que tu vérifies. Ce qui est amusant là-dedans, quand tu connais les mécaniques, puis quand tu es capable de commencer à admettre, c'est j'admets que je me fais niaiser, puis après ça, je dois observer jusqu'à quel point j'autorise le niaisage. OK? Ça veut dire qu'à un moment donné, comme la crevaison, tu n'as peut-être pas autorisé le niaisage. Mais là, tu sors, puis tu dis, plus tu m'as chialé, là, maintenant, tu en mets plus qu'il en faut. Okay. L'astral n'a pas besoin de ce tribut-là. Mais ils s'en nourrissent bien. Votre ego se nourrit de ça, et lui vous force à le faire. Pas l'astral, ben, ça reste l'astral, mais c'est pas une loi planétaire. Bon. Si tu vas doucement, tu changes tes affaires, et là, tu te rends compte que les noix ne sont pas défaisables.
ou que ton levier, tu l'as laissé à quelqu'un, ou qu'il te manque ceci, ou qu'il te manque cela, ça fait partie ça, du manque d'organisation de l'être humain. Le manque d'organisation de l'être humain, ça fait partie des lois planétaires. Sauf que quand on sait qu'on peut s'organiser, qu'on peut donc amener du mental dans sa vie, maintenant, c'est à nous de prendre notre corps et de le bouger. Prendre son corps et le bouger, je reviens là-dessus, c'est ça, avoir la foi. La foi, c'est pas de la croyance, c'est de l'action. Bon, quand l'humain prend son corps et il bouge, ça veut dire que régulièrement, il va organiser les choses. Tout à l'heure, j'étais avec ma femme, et puis le pneu de secours, il est tellement bien placé, vissé, qu'il n'est pas ôtable. On peut pas, si tu as une crevaison, là, on ne peut pas le sortir. Alors, moi, je dis, bon, ben là, je vais aller chercher des outils parce que je veux absolument être capable de le faire à main. Surtout que je connais quelqu'un, quand tous les fois qu'il s'achète une auto neuve, il y a une crevaison. Oui, je suis une crevaison, moi, c'est ça. À gauche, en arrière. Et là, elle me dit, oui, mais on a juste à glisser dans un homochrone où on n'aura pas de crevaison. Mais là, en même temps, elle me dit, oui, mais je suppose que si on prépare le pneu, c'est comme ça qu'on va glisser. Il n'y en aura pas, c'est ça. Je dis, c'est en plein ça. C'est de la prévention. Oui, mais en préparant le pneu, on va glisser. Oui. Et on n'aura pas besoin du pneu préparé. Mais s'il n'est pas préparé, il y a des chances qu'on glisse là où on va avoir une crevaison. Parce qu'il y a le tribut astral, Et deuxièmement, parce que l'ego recherche toutes les occasions possibles pour nous emmerder. Mais si j'ai prévu le coup, ah ben je glisse plus là. Et ça fait partie des choses, tu n'as pas d'assurance, tu cours après le trouble. Mais tu as une assurance, tu élimines beaucoup de troubles. Un, parce que probablement qu'il ne t'arrivera rien, tu n'auras pas besoin de ton assurance. Au minimum, si t'arrive de quoi, tu ne payes pas trop cher. Mais habituellement, tu n'arrivera rien. Parce que si tu n'as pas d'assurance, je suppose qu'il y a une lumière à quelque part qui s'allume au-dessus de nous autres. Puis là, oui, puis il y a aussi ton ego qui se dit, bon là, il faut que je souffre, faut que je souffre. Comment puis-je souffrir? Ah ben tabarouette, c'est facile. Bon, tu rentres immédiatement. Et effectivement, moi, chaque véhicule neuf que j'ai des crevaisons. Oui. Et là, je n'aurais pas. Tu n'as pas eu. Oui, tu n'auras pas. Non, écoute, il aime changer mes pneus sur mes véhicules. C'est pour ça, probablement. Il faut que je sois là. Écoute, je peux en dégonfler un, si tu veux. Ah oui. J'ai une petite pompe. Depuis que j'ai acheté la petite pompe, justement, il y avait des pneus qui se dessoufflaient. Puis depuis que je l'ai acheté, c'est pas beau. Et là, quelqu'un qui ne comprend pas la mécanique va dire, regarde comment ils sont écœurants. Depuis que j'ai une pompe, là, ça dégonfle plus. Ah, les hosties! Mais non, écoute, si tu veux absolument regonfler les pneus, dégonfle toi-même. Non, mais tu sais, si l'astral veut plus les dégonfler, t'arrêter sur l'autoroute, ton rêve, toi, c'est de te servir de ta petite pompe. Tu peux arrêter sur l'autoroute, il y a plein de crevaisons. Il y a plein de monde qui en ont. Alors que moi, j'achèterais la pompe, je la sers, puis j'utilise plus. J'ai acheté la pompe pour que ça cesse de se dégonfler. Et ça, quand on comprend les mécaniques, ça fonctionne. Mais il faut bien faire ces choses-là avec un calme intérieur, avec une sérénité. Sinon, ça ne fonctionne pas. On s'égoïse. Ouais. Non seulement c'est égoïste, mais en plus, tu vas glisser dans des homochrones. On revient où c'était. Tu te fais ramasser. Si j'achète un outil et que je suis serein, il faut comprendre la mécanique. J'achète un extincteur, je le mets là, bien visible, de façon à ce qu'il n'y ait jamais de feu. Bon, la personne, et j'en connais, moi, qui achète des extincteurs dans l'espoir de pouvoir les utiliser. Et c'est autre chose. Ils rêvent de... Oui. Puis il y en a d'autres qui les achètent parce que c'est la loi ou parce que, etc., mais il n'y a pas de mécanique de conscience. Puis on glisse homochroniquement s'il y a une égoïsation. Mais on sait qu'on s'en égoïse que si on est conscient. Donc, si je fais une action, donc la foi, si je bouge mon corps, prends mon corps, je le bouge, je fais quelque chose, c'est conscient, dans le but de, j'ai presque toutes les chances sur mon côté que l'événement n'arrive pas. Et si ça arrive, au moins je suis équipé. Mais il y a des gens qui ont des extincteurs, mais les extincteurs sont probablement même plus opérationnels. Maintenant, je l'ai dit, l'assurance est plus bonne. Ouais. Il faut les vérifier. C'est relativement facile quand on admet, mais encore une fois, je reviens là-dessus, admettre ne veut pas dire vouloir être d'accord ou se laisser colorer. C'est constater avec intelligence. Constater et cesser de lutter devant une évidence. Admettre. C'est ça, c'est la loi. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien changer.
Ou Ça veut cesser dire cesser que- d'être hors la loi. Être Oui, dans mais la bon, loi. la porte, elle est fermée à clé. Admets-le. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes en dedans le restant de tes jours. Ça veut dire qu'il te faut une clé. C'est simple. Puis si tu casses la porte, ben là, c'est contre la loi. Bien, tu Ça casses prend la ça porte, prend la tu peux clé. peut-être, mais aussi tu peux peut-être pas. Sauf que si la clé, vous l'avez déjà, mais ça ne vous tente pas de fouiller dans les poches. Ouais. Ici, loin, il y a les scènes là-dedans, il y a vos vieilles candacs tout fondus. Il faut aller chercher la clé là-dedans. Alors que tu as des grosses épaules à la hauteur de ton égo. Ouais. Pof, la porte, on va la défoncer à la place. Sauf que peut-être ça va te prendre 3 semaines de défoncer la porte, alors qu'avec la petite clé, tu l'aurais ouverte tout de suite. Puis ça revient toujours à la même chose. Pourquoi passer 20 ans à chercher une technique qui fonctionne vite, plutôt que de passer 2 ans en pratiquer une qui fonctionne? Tu as sauvé 18 ans. Mais au niveau de l'humain, ben, l'humain, il va avec l'espoir. L'espoir, c'est un aliment, c'est un stress. Bon, les religions marchent Puis il y a sur l'ego l'espoir. qui va avec la compétition d'être le meilleur, s'il peut Ça, avoir c'est des résidus, ça. Au niveau de l'expression, ce sont des résidus. des résidus, C'est bon, au niveau des... C'est ça. des résidus de 90 C'est des résidus, parce que l'être humain a besoin de pouvoir uniquement parce que le pouvoir l'amène à souffrir. Sans ça, l'humain n'a pas besoin de pouvoir. Être le meilleur, ça veut dire passer ta vie à espérer que personne ne va te battre. Ça veut dire, c'est uniquement aller à la quête de la souffrance, une forme de pêche. Alors, l'humain, il se dépêche à aller à la pêche. Il faut... On va parler de la deuxième partie, un peu plus des glissements homochroniques. Oui, c'est ça, c'est le temps. Moi, je ne vais pas l'aborder tout de suite, là, mais c'est savoir quand c'est le temps, tout ça. Là. Bon, la synchronicité... Au ça, moins, parce qu'on peut aller dans ce sens-là, puis si c'est pas le temps, là, ça donne rien. Fait que non, là, par contre, ce qui il faut arrive le souvent, savoir, c'est que tu vas dans ce sens-là, Ouais. c'est le temps, puis l'astral fait tout pour que tu n'y ailles pas. Et tu peux aussi en Ouais, dire mais que c'est pas le temps. Là, il faut avoir l'énergie du pitbull, là. Le Oui, syndrome. sauf puis qu'il faut aller. aussi être capable de savoir si c'est le temps ou c'est pas le temps. Et voilà. Est-ce que c'est l'astral qui m'en empêche ou bien non, c'est parce que c'est simplement pas le temps. Les vérifications expérientielles, les tests supramentaux sont utiles à ce niveau-là. Oui, mais ils sont aussi arnaqués des fois. Oui. Sauf que tu as beaucoup plus de chances d'aller à la bonne place en faisant des vérifications supramentales et en structurant un organigramme d'étapes que De tu dois gestion, atteindre c'est ça. et avec la liste des outils que tu peux utiliser. Parce que ce qui est très, 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 très ennuyant pour l'astral, c'est l'organisation. L'astral, de par sa nature, est totalement désorganisé. Et ponctuel. Oui. Et c'est pourquoi on peut arriver à le contrer, le contourner. Sauf que l'être humain est, de par sa nature, totalement désorganisé. Mais quand on fait un organigramme, automatiquement, l'astral est au courant. L'astral est au courant, sauf Donc, que il sait l'astral... où on s'en va. Oui, mais l'astral, c'est tellement, tellement, tellement lent. Entre l'information astrale puis une rétroaction de l'astral. OK. C'est lent. On a un laps de temps qui... Ça fait partie des lois du chronotope. Si on bouge tout le temps comme ça, il ne peut pas nous rattraper. Ça fait partie des lois du chronotope. Le fait de connaître cette cosmogonie de cette réalité-ci, ça permet justement de connaître l'élasticité astrale qui va faire en sorte que je fais une chose et j'ai 2 semaines pour la terminer avant qu'on commence à mettre des bâtons des roues. Ou je lance un nouveau produit et j'ai tant de temps devant moi avant que la concurrence arrive. Ou encore, je commence à faire tel mouvement dans ma vie et j'ai X temps avant que j'ai une rétroaction, un retour de l'astral pour commencer à m'empêcher. Et si, quand c'est connu, quand on a suffisamment observé pour être capable d'admettre cette mécanique, bien, il y a des façons de pouvoir jouer, de pouvoir bouger, de pouvoir s'en aller, justement, de patiner, pour que l'astral se retrouve toujours là où tu pas ça. En arrière. Alors, devenir un peu James Bond. Indiana C'est-à-dire que tu conduis tout croche de travers, Ouais. puis ça explose toujours où Ouais. le char n'est pas, tu sais. Ça, Quand c'est- tu es à gauche, ça explose là. Ouais. Tu vires là, ça explose là. Tu roules là, ça explose là. Suppose là. Puis quand tu changes de base, ça explose. Comme celui à qui se droite. tasse pour pouvoir faire passer la balle. Oui, c'est ça. Alors, dans ce temps-là, ça va bien. L'ennemi tire toujours où tu n'es pas. C'est intéressant. C'est parfait. Oui. Et ça se fait en connaissant la mécanicité de cette élasticité. Puis ça dépend de l'énergie que tu mets, de l'ampleur de ce que tu vas faire,
de ta vitesse de déplacement et du contrôle que tu as égoïquement sur ton déplacement homochronique. Parce qu'il y a toujours... Ça, c'est un autre gros point, ça. C'est un gros point. Le contrôle du déplacement homochronique. Hier, j'ai fait une expérience amusante. Parce que moi, ce que je sais depuis tout le temps, il y a des choses que je ne dis pas là. Bon. Mais j'ai fait une expérience. Bon. Moi aussi. L'expérience, c'était... Je m'en revenais de l'Université du Québec. Bon. J'ai donné un cours là, hier. Alors, je m'en venais. Et sur la 15, on est samedi. Puis là, c'est bouché, plein de trafic. C'est le quotidien. Oui, mais habituellement, moi, quand je pars de l'Université de Montréal ou quand je pars du centre-ville, aux heures de pointe, moi, je n'ai jamais de trafic. Même si à la radio, ils me disent tout le temps, c'est bouché telle place, c'est bouché telle place, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Moi, je regarde là, puis c'est pas mal intéressant, mais ça va bien, c'est pas bouché. Mais ils disent c'est bouché. Et là, je m'en viens hier, puis là, c'est bouché. Et là, je me dis, écoute, moi, je veux pas, on est samedi, je veux pas que ce soit bouché. Alors, j'essaie de... Mon ego, il veut voir loin jusqu'où c'est bouché. Alors, moi, je baisse les yeux immédiatement, puis je dis à mon ego, écoute, tu verras pas parce que comment loin c'est bouché. Parce que moi, là, je veux changer d'homochrone, puis toi, tu as automatiquement essayé de fixer une image. La réalité. Pour, après ça, m'obliger à ne pas être capable de changer. Parce que si vous avez vu qu'il y a 3 km de bouchon, puis là, tu te dis, ah non, dans un demi-kilomètre, c'est correct. L'ego, il dit, hey, le câble, j'ai vu 3 km. Alors, moi, tout de suite, là, non, j'ai courbe et j'ai arrêté de voir. Puis là, je me suis dit, il faut absolument que d'ici, justement, un demi-kilomètre, que ça soit libre. Donc, je me rappelais l'image que l'ego a juste eu le temps de percevoir. Du moins, je me suis dit, oui, mais il faudrait bien que, là, il va à la pêche pour m'empêcher. Il faudrait bien que, on regarde en bas. Puis là, l'ego a essayé tout de suite de se rappeler au maximum du peu qu'il avait vu pour m'empêcher de bouger. Pour te fixer dans un homochrone. Oui, pour me dire, écoute, Daniel, ça, c'est la réalité. Ouais. Alors, ma réalité, j'ai limité au maximum. Et puis, bon, du moment qu'on a dépassé le petit tournant en question, c'est devenu fluide. Mais c'est bizarre, parce que c'est devenu fluide, puis il n'y avait pas de travaux, il n'y avait pas d'accident, il n'y avait aucune raison. Aucune raison. Mais subitement, la fluidité semblait tout à fait normale. Alors, effectivement, rendu là, j'ai glissé d'homochrone, et puis pour ça, ben là, j'ai roulé libre à 100, 120 km/h jusque chez moi. C'est réglé. Et ça, c'est un changement homochronique dans le vivant, dans le réel. Là, on en a fait, bon, souvent quand il pleuvait, puis on ne veut pas qu'il pleuve, etc. Mais ça fait partie des changements homochroniques spirituels. Hein? L'une des premières recherches spirituelles de plein de gens, c'est la pluie et le beau temps. Bon. Mais là, c'est dans autre chose. Exactement comme tu roules, il me semble, j'ai une crevaison. T'arrêtes, tu dis, j'ai pas vu le pneu encore. Donc, ça peut être n'importe quoi d'autre. Fait que là, je vais descendre, je fais le tour du véhicule et il n'y a pas de crevaison. Il n'y a pas de crevaison. Là, tu descends, puis là, il faut que tu parles à ton ego parce que l'ego, il y a un ego logique. Bon, alors, l'ego logiste doit être paramétré. Et là, tu vas dire, il devait y avoir des cracks sous le chemin. Parce qu'il faut absolument que tu puisses... Il faut qu'il y ait une raison. Oui, parce que l'ego logique... Ça, c'est important. Oui. Sans ça, on n'est pas encore assez puissant, on est encore trop égoïsé pour être capable de contrer l'ego logiste. Alors, l'ego logiste, on en a parlé beaucoup au dernier PMC+. Donc, pour le contrer, alors moi, je vais descendre de mon véhicule et bon, l'asphalte, il y a des bosses, c'est ce qui expliquait l'affaire, j'ai pas de crevaison. Je veux pas de crevaison, mais j'en ai pas. Puis là, je vais faire le tour et il n'y en aura pas. J'ai déjà fait ça aussi, ça a fonctionné. J'ai déjà fait aussi, ça n'a pas marché. Mais j'avais oublié de paramétrer mon ego logiste. C'est ça. Oui, parce que c'est ça, quand on voit, pas dans le futur, mais on voit des choses, puis automatiquement l'ego s'instruit. Mais c'est ça, il faut arriver à trouver la logique ou à trouver une raison à l'ego pour glisser. Bon, c'est important. Ça, il en trouve lui-même. L'égologisme, c'est important. Ça, il va nous avoir une crevaison. Oui. À un moment donné, moi, j'avais la Toyota Supra dans des pneus larges. Bon. Alors, on est l'hiver, mais des pneus larges dans la neige, c'est vraiment pas fort, c'est pas assez pesant. C'est pire. Alors, moi, je pars de chez moi, il y avait pas mal de neige. Et puis là, je sais, ça veut avancer, mais ça patine, ça avance pas fort. Puis en tout cas, puis là, je me dis, bon, c'est les plus sont trop larges. Et là, je veux assez que ça avance. Puis là, je me dis, merde, pourtant, j'ai des bons pneus. Des pneus neufs, donc ça peut pas être ça.
Je continue à essayer d'avancer, puis là, je commence à chialer. Puis là, il y a un voisin, finalement, qui me regarde et me fait signe. Fait que là, je descends, et là, j'avais une crevaison en avant, donc j'avais un petit peu en avant. Et ça expliquait le fait que ça roulait mal et que ça tournait en arrière. Sauf que j'aurais probablement pu me trouver n'importe quelle autre raison. Si le voisin n'avait pas sorti. Non, si moi, je m'étais dit, une chose, en tout cas, c'est mes pneus. Probablement qu'en sortant, le voisin n'aurait rien vu, j'aurais pas eu de crevaison. Parce que le voisin t'a attiré dans son homochrome. Ben, moi, j'ai considéré que ça ne peut pas être les pneus. Donc, l'ego logique lui cherche un homochrome qui va aller avec l'événement. Plutôt que de me dire, il va y avoir de la glace ici, puis il n'y a pas là-bas. C'est comme le monsieur qui traversait la mort d'eau, là.